Et notre invité ce matin est le président Les Républicains du Sénat. Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Pour vous interroger, Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Jean-Jérôme. Bonjour Alexis, bonjour Gérard Larcher. Alors j'imagine Gérard Larcher que vous avez vibré toutes ces dernières semaines avec cette équipe de France, que vous avez partagé la joie de tous les Français. On écoute tout de suite ce qu'en disait l'ancien président américain Barack Obama hier. C'est important de nous ouvrir à d'autres peuples. Et si vous avez un doute, demandez-vous pourquoi l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde. Parce que tous ces joueurs n'étaient pas des Gaulois. C'était bien des Français. Alors cette équipe de France, diverse, jeune, animée par la gagne, ça doit être un modèle pour tous les Français? En tous les cas, c'est une victoire collective. On a éprouvé le bonheur d'être Français, tous ensemble, d'où qu'on vienne, quel qu'on soit. Et c'est un bonheur qu'on doit à une équipe, au staff qui l'a conduit, et aussi à toute une nation, dans sa diversité qui était derrière elle. Je crois que ce bonheur-là, il ne faut pas le bouder. C'est l'occasion d'un immense rassemblement. Et peut-être utilisons ce qui est le ferment du rassemblement pour aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Dans un pays qui a tendance parfois à se replier, il s'est retrouvé tous ensemble. Ne boudons pas ce bonheur. Alors justement, Gérard Larcher, on a l'impression que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite effectivement utiliser ce ferment de cohésion sociale. Hier, il réunissait à l'Élysée les 100 premiers grands patrons français. Il leur a demandé de se mobiliser pour les banlieues. On l'écoute. C'est aussi la conviction partagée qu'un pays ne peut pas réussir quand simplement quelques-uns réussissent. Il faut qu'il y en ait qui réussissent, qui puissent continuer à ouvrir des voies, mais on a besoin que tout le monde trouve sa place. Gérard Larcher, c'est une bonne idée, les premiers de cordée pour les banlieues, ou finalement, vous estimez que c'est une erreur d'avoir abandonné le plan Borloo? D'abord, je pense que les entreprises ont un rôle à jouer. C'était un des chapitres de la proposition du plan Borloo. Ce que je ressens, moi, au-delà du plan Borloo, de ce que va annoncer le président de la République, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une centaine de quartiers qui sont dans une immense attente. J'étais il y a 3 semaines à Allonne, dans une ville aux portes du Mans, une ville dont le nombre de logements sociaux est extrêmement élevé et qui connaît la diversité. Et il y a une attente. Il faut maintenant 5 ans pour le moindre plan de rénovation urbaine. Mais ça peut Comment marcher. voulez-vous avoir une participation citoyenne? Donc, ça peut marcher l'engagement des entreprises que demande Emmanuel Macron sans contrainte ni incitation fiscale? Sans contrainte parce qu'elles sont citoyennes. Et c'était déjà une demande, je me souviens à l'époque, que Jacques Chirac avait faite au moment où nous avons lancé le plan de rénovation urbaine. Mais, pardonnez-moi, il faut des moyens. Il faut des moyens pour la rénovation urbaine. Et la rénovation urbaine, ça n'est pas que de l'urbanisme. C'est bien sûr les moyens, voilà pourquoi je soutiens le dédoublement des classes de CP. Il faut aller plus loin dans l'élémentaire. Mais il faut surtout des moyens, il faut surtout y croire et faire confiance aux élus. Or, nous assistons, et on l'a vu au dernier dernière conférence nationale des territoires, il y a une forme de défiance entre l'État et les élus. Moi, je fais confiance à ces élus. Il y a même une coupure aujourd'hui, non? Ils viennent même plus... regardez, comment on fait conférence nationale des territoires sans les communes, alors que les maires sont les premiers acteurs, notamment de la cohésion sociale, notamment de l'insertion urbaine. Voilà pourquoi demain, au Sénat, nous allons les réunir, ces maires de villes et de quartiers, dans l'électrochoc républicain, autour de Philippe Dallier et de Patrick Caner, 2 hommes différents. Voilà pourquoi aussi, il ne faut pas se raconter l'histoire, ce n'est pas en baissant les crédits de la cohésion sociale qu'on va avancer. Il y a un besoin urgent aujourd'hui dans ces quartiers. Mais il faut quand même que l'État tienne ses objectifs en matière de dépenses publiques. Ce n'est pas à vous, effectivement, président du Sénat, élu LR, que je vais dire qu'il faut baisser la dépense publique. En tout cas, c'est le souhait du gouvernement. Donc ça veut dire qu'on va avoir un budget 2019 rigoureux. Vous ne pouvez pas vous en émouvoir. Baisser la dépense publique, jusque-là, le gouvernement n'a rien fait. Mais en même temps, il fait, regardez, 20 milliards sur la taxe d'habitation. Personne ne le demandait, qu'on adapte la taxe d'habitation. 20 milliards. On est à la recherche de 33 milliards et déjà on a donné 20 milliards sur la taxe d'habitation qui vont être financés par le déficit budgétaire. Sur
dossier qui est important. Non, le service universel. Le service universel. On va mettre 2,4 milliards. Je pense qu'il y a des priorités dans ce pays et que baisser la dépense publique n'est pas l'abandon de toutes les priorités, mais au contraire, de définir des super priorités. La politique de la ville fait partie de ces priorités, mais aussi la politique d'accompagnement des territoires ruraux et des villes moyennes dans ces territoires ruraux, ça fait partie des priorités. Voilà pourquoi le gouvernement doit choisir. Et faire un budget, c'est choisir. Donc ça veut dire que pour l'instant, on ne voit pas très bien le budget 2019. Effectivement, le gouvernement n'a pas encore... Non, mais c'est même cap 2022, c'est secret défense. On n'a pas encore... Ça, c'est le rapport effectivement demandé sur la réforme de l'État. Le gouvernement n'a pas encore complètement dévoilé ses pistes. Mais pour vous, il se trompe de priorité aujourd'hui. Je pense que le gouvernement, d'abord, n'a pas commencé la diminution de la dépense publique. La dépense publique a simplement diminué. Regardez les départements, on vient d'avoir les chiffres. Dépenses publiques diminuées, c'est les seuls qui ont contribué aujourd'hui à la diminution de la dépense publique. Les collectivités territoriales ont beaucoup contribué à la diminution de la dépense publique. L'État, pas encore. Il faut faire des choix de priorité. Je pense que le choix de la taxe d'habitation a été un très mauvais choix. Et parmi ces priorités, le président de la République l'a indiqué, notamment lors du discours au Congrès, vous étiez là, bien sûr, il a clairement mis le cap avec un agenda social, c'est-à-dire la prise en compte de la dépendance pour les personnes âgées, la réforme des retraites, le plan anti-pauvreté. Il faut des moyens, non, pour toutes ces réformes? C'est des réformes qui nécessitent des moyens, je pense notamment à la dépendance. Souvenons-nous, Nicolas Sarkozy n'a pas pu aboutir sur le plan de la dépendance. Voilà pourquoi la question assurantielle va se poser par rapport au plan dépendance. Mais peut-être que ça illustre une méthode. Et la méthode, il a essayé de la rattraper hier. La République contractuelle. Est-ce que c'est j'ai décidé et maintenant les partenaires sociaux s'exécutent? Voilà, je reprends... Mais c'est vrai avec les partenaires sociaux. Ils étaient plutôt optimistes, les syndicats, à la sortie de leur réunion. À vouloir faire tout seul, on est moins efficace. Eh bien, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je suis pour le dialogue social. Je pense qu'il est en panne dans ce pays. Je ne peux que me réjouir que les partenaires sociaux se retrouvent autour du président de la République. Encore que la méthode m'étonne un peu. Il n'y avait ni le ministre du Travail, ni le Premier ministre. Mais enfin... C'est peut-être une anticipation sur le rôle et la place du président de la République dans les institutions. Vous restez avec nous, Gérard Larcher. On en parle en effet juste après l'essentiel à 9h-20 avec Julie Smul. Les prix des locations explosent à Paris depuis la fin de l'année dernière, depuis l'annulation par la justice de l'encadrement des loyers. Résultat d'une étude publiée aujourd'hui par l'association de consommateurs CLCV. Renforcer les contrôles chez les industriels, surveiller le respect des procédures de rappel ou créer une police de la santé alimentaire. Les conclusions du rapport parlementaire sur l'affaire Lactalis. Un texte dévoilé cet après-midi que France Info a pu consulter. Un rapport qui va au bout des choses et qui pointe les responsabilités de chacun, d'après le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, invité ce matin sur France Info. Une opération de police sanglante dans la ville rebelle de Masaya au Nicaragua, symbole de la contestation qui secoue le pays depuis 3 mois. Au moins 280 morts et plus de 2000 blessés. Un millier d'hommes armés ont pris le contrôle de la ville ces dernières heures. Julian Alaphilippe, premier Français à remporter une étape du Tour hier. Aujourd'hui, c'est la 11e, 108 km et demi entre Albertville et Larosière. 4 cols à franchir, dont 2 hors catégorie. France Info. Gérard Larcher, toujours invité de France Info ce matin, Jean-Jérôme. Alors, on va venir bien sûr à la révision constitutionnelle qui occupe beaucoup les députés et les sénateurs en ce moment. Mais avant, une question. Une proposition de loi va être déposée demain à l'Assemblée par des députés de la majorité sur la PMA. PMA pour toutes les femmes, PMA remboursée par la Sécurité sociale, double filiation maternelle automatique. Vous êtes pour ? J'ai dit au président de la République, c'était il y a un peu plus de 10 jours, à l'occasion de notre rencontre, que ces sujets-là, ils devaient être abordés en prenant le temps, en les abordant sereinement, en ayant réuni, ce qu'il fait d'ailleurs, les avis du Conseil d'État, du Comité consultatif national d'éthique qui a ouvert un débat, et surtout pas en le faisant dans une procédure accélérée à la manière du mariage pour tous. Je crois que la société a évolué.
En même temps, l'enfant n'est pas un droit, il est une promesse de bonheur. Mais c'est vrai qu'il y a des droits nouveaux qui sont ouverts, et ça mérite un vrai débat. Et moi, personnellement, sur la PMA, je veux voir dans quelles conditions elle devra s'exercer. Je suis totalement hostile à la GPA, parce que c'est une délégation autrui, c'est une marchandisation. Y compris, mais comme y compris en matière comme président du Sénat, j'ai demandé au président de la République, je le dis publiquement, il n'est pas question d'une procédure accélérée. Voilà pourquoi passer entre la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde et les vacances d'été sur une proposition de loi, ça peut être une manœuvre. Ce sujet est tellement important parce qu'il touche à des convictions, il touche à l'éthique, qu'il nécessite le temps, le sérieux et de prendre la distance nécessaire dans le respect des personnes et des couples, qu'ils soient hétérosexuels ou qu'ils soient lesbiens, ou les femmes célibataires. Une petite précision, vous êtes contre la GPA, vous êtes contre la filiation aussi en matière de GPA pour les enfants nés à l'étranger? Nous sommes là sur un vrai sujet, un sujet humain, ça ne se traite pas uniquement dans les principes, au cas par cas. Et je pense que le cas par cas, les décisions de justice, et je fais plutôt confiance à la justice de mon pays. Alors, vous parliez effectivement de procédure, du refus d'une procédure accélérée. On a l'impression, même si ce n'est pas le terme exact législatif, on a l'impression qu'en ce moment, tout est procédure accélérée, qu'il y a un véritable embouteillage législatif au cours de cet été à l'Assemblée, au Sénat. Vous allez siéger tout l'été pour faire aboutir les textes? Je trouve que ça donne une image qui éloigne le Parlement des citoyens. Pour les citoyens, c'est un espèce de théâtre d'ombre. Où on nous annonce des députés en burn-out il y a 10 jours qui vont siéger tout le week-end. Ce ne sera pas le cas au Sénat. Parce que mais les sénateurs s'en plaignent quand même de cet agenda. Faire la loi, ça nécessite du temps, du respect, le temps du dialogue. Et moi, personnellement, je pense que c'est un mauvais coup pour la démocratie parlementaire. Mais je vais vous dire, procédure accélérée, overdose depuis 1 an, 90% des textes en procédure accélérée. À l'époque de François Hollande, on se plaignait déjà, c'était 40%. Il faut une autre conception du rôle et de la place du Parlement. C'est bien ce qui m'interpelle dans la révision constitutionnelle. Voilà pourquoi je ne la limite pas, à la différence d'un certain nombre d'amis députés, à la seule question de la proportionnelle. On va entendre l'un de vos amis députés, Gérard Larcher. Il s'appelle Marc Le Fur et il critiquait effectivement le projet de révision constitutionnelle. Il s'adressait à Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, c'était hier à l'Assemblée. Nous considérons qu'il y a un Parlement, que ce Parlement doit exister, non pas comme un contre-pouvoir, mais comme un lieu où on édicte la norme. C'est pour ça que nous sommes faits. Et le Parlement, vous le vivez comme un gêneur, comme un retardataire, comme un élément qui pollue une construction technocratique. C'est ça votre vision du Parlement. Vous partagez son point de vue? Sur ce point, je vais me battre avec les sénateurs de la majorité sénatoriale. Mais au-delà de la majorité. Mais pas avec les députés alors, parce que les députés, ils veulent faire échouer le point. Non, mais soyons clairs, Gérard Larcher. Mais pas dans ce que vous venez d'entendre. Non, mais les députés. Non, mais les députés, vous le savez, vous avez rencontré Christian Jacob hier, le président effectivement du groupe parlementaire LR à l'Assemblée. Ils veulent faire échouer le projet de révision constitutionnelle. C'est pas votre cas. Nous pensons que c'est l'occasion de renforcer les droits du Parlement. Nicolas Sarkozy l'avait fait en 2008. Nous pensons qu'abaisser les droits du Parlement, ce serait la première fois depuis 1958. La deuxième des choses, nous ne sommes pas contre la diminution du nombre de parlementaires. Encore faut-il que les parlementaires ils soient attachés à un territoire. Donc cette notion de territoire est pour nous extrêmement important. Et puis, il faut mieux faire la loi, la rendre compréhensible. Vous savez, il nous arrive un texte sur le logement, 279 articles. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça devient un maquis incompréhensible, avec des débats difficiles à comprendre pour les citoyens. Et moi, j'ai envie qu'entre les parlementaires et les citoyens, qu'entre les politiques et les citoyens, on retrouve la voie de la confiance. Cette révision constitutionnelle, si elle nous permet de faire mieux la loi, d'accorder des droits renforcés au Parlement, eh bien, à ce moment-là, elle aura atteint un objectif et elle pourra contribuer à réconcilier la démocratie et les citoyens. En face, vous avez des députés LR qui s'inquiètent, je cite, d'un schisme au sein de la droite, au sein de votre parti, sur cette révision constitutionnelle. Vous avez une réunion assez tendue hier. Bien sûr, on a une réunion d'échange. J'ai été à leur rencontre. Échange je leur ai dit... agité. D'échange. Le propre de l'échange, c'est, vous savez, par beau temps, ma petite sœur navigue. Il y avait un peu de vent.
Et il est logique que je réponde aux questions des députés. Je n'aime pas plus que la proportionnelle pour les députés. Mais je préfère 15% à 30%, pardonnez-moi d'être pragmatique. Je préfère qu'il y ait au minimum un député et un sénateur par département ou collectivité à statut spécifique. Je préfère que le droit d'amendement soit préservé. Je préfère que le bicamérisme soit préservé. Donc vous êtes sur la ligne du compromis. Moi, je suis sur majorité. la ligne de crête. Je reconnais que ça n'est pas facile, c'est moins encombré qu'ailleurs, mais c'est ce vers quoi j'ai envie de cheminer. Vous savez, au Sénat, on ne dit jamais oui par discipline et jamais non a priori. Gérard Larcher, François de Rugy, votre homologue, vient de déclarer que la disposition qui a été adoptée par l'Assemblée dans la nuit de lundi à mardi, qui va permettre maintenant au président de la République de rester, après son discours quand le Congrès est réuni, de répondre aux parlementaires que vous êtes, est une avancée démocratique. Vous ne partagez pas son point de vue ? D'abord, ça a été obtenu dans un double salto arrière, puisque la semaine précédente, Richard Ferrand disait que c'était une mauvaise idée. Voilà qu'on passe à Versailles et ça devient une idée géniale. C'est ça l'intérêt d'une deuxième chambre qui n'est pas dans le fait majoritaire, qui n'est tenue par aucune discipline a priori. Je pense que ça change la nature de la Ve République. En quoi ? Expliquez-nous, parce qu'on ne voit pas très bien. Parce que le Premier ministre est toujours là. Les Français, ils élisent le président de la République. Le président de la République est responsable devant eux. Il est aussi un arbitre qui est au-dessus des partis politiques, même s'il appartient à une formation politique. Le Premier ministre, lui, il est responsable devant le Parlement. La confusion des genres change la nature de la Ve République. Je ne vais pas faire l'historien. Non, mais ça veut dire qu'Édouard Philippe quand le général de Gaulle l'a souhaité ainsi, c'était pour que les choses restent à leur place. Le Premier ministre, c'est aussi infusible. Il y a le droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Et il y a le 49.3. Attendez, ça veut dire qu'Édouard Philippe, effectivement, pâtira de cette disposition ? Le Premier ministre sera autre chose. Il sera le premier des ministres, mais il ne sera plus le Premier ministre. Et je dois vous dire, notre totale réserve, ma totale réserve, et on ne fera pas de double salto arrière, mais plutôt un salto avant. Gérard Larcher était l'invité de France Info Radio et Télé ce matin. Merci à vous.